L'histoire se concentre sur cette jeune fille appelée Elina, une princesse qui, enfermée dans son château, décide d'entreprendre un voyage pour retrouver sa sœur, qui s'est enfuie il y a quelque temps et pour laquelle elle est très inquiète. Ainsi, dans ce but, un membre de sa famille l'aide non seulement à s'échapper, mais lui donne aussi le pouvoir nécessaire pour affronter ce monde cruel. Car dans ces terres vivent des guerrières appelées Bitushis, de belles femmes qui, en utilisant la magie et la force physique, s'affrontent en combat pour décider laquelle des deux est la plus forte, et où la perdante devra obéir au désir de son adversaire. Pourtant, consciente de cela, la jeune fille décide de se lancer dans l'aventure. D'autre part, nous avons ce garçon qui semble fuir cette Bitushi plutôt puissante, appelée Airi, laquelle porte un intérêt particulier au garçon car sa chef est à la recherche de l'objet qu'il possède. Pour l'instant, il parvient à s'éloigner un peu, tandis que notre protagoniste commence à demander des nouvelles de sa sœur dans une ville voisine, où cette guerrière lui dit que Leina participe également en ce moment comme une Bitushi qui se distingue beaucoup. Cependant, même si ces dernières rencontres ont bien eu lieu dans cette ville, elle a dû partir vers une autre région, sur ordre d'une équipe qu'elle a rejointe. Ainsi, maintenant, la protagoniste devra trouver un moyen d'atteindre une zone connue sous le nom de Maramatz. Mais alors qu'elle parcourt la ville, elle rencontre le petit Michael qui lui demande immédiatement de l'aide, car il pense qu'elle est une guerrière et qu'elle peut l'aider à protéger son objet, qui fonctionne comme une poupée vaudou et est directement lié à l'enfant. Ainsi, après quelques scènes un peu inutiles, Airi apparaît, prête à tout pour récupérer le petit, au point de défier Elina dans un combat. Cependant, comme nous le savons, la jeune fille ne fait pas encore partie de ces guerrières, donc pour l'instant elle utilise seulement ses compétences pour protéger le petit. Et dès qu'ils le peuvent, ils s'échappent, distrayant ainsi la jeune fille. Après avoir trouvé un lieu sûr, ils se détendent dans un bain et font connaissance. Et Elina se rend compte que Michael a plus de liens avec elle qu'elle ne le pensait. En effet, son destin était de rencontrer une guerrière qui le conduirait précisément vers la ville dont la jeune fille a besoin, et dans laquelle l'objet que possède le protagoniste leur sera très utile. Bien sûr, ils en profiteraient pour ajouter du fanservice, ce qui ne se voit pas dans la vidéo, mais reste assez marqué. En fait, une fois qu'ils sont installés à l'hôpital, la jeune fille utilise l'objet qui s'avère être une flûte, pour invoquer ce qui semble être le pouvoir de Michael, que quelqu'un comme une Bitushi peut utiliser à son avantage, aussi bien pour récupérer toute son énergie que pour guérir ses blessures et d'autres choses, c'est assez utile. Cependant, cela provoque une explosion qui attire l'attention d'Airi, qui se rend immédiatement sur les lieux. Et là, grâce à ses pouvoirs, elle essaie d'emmener Michael de force, qui est inconscient. Heureusement, Elina, grâce à toute la force qu'elle a acquise, parvient à l'utiliser pour ramener le petit, mais après avoir attaqué l'une de ses guerrières, apparaît la responsable de ces Bitushi, appelée Nanael, qui, grâce à sa bénédiction, transforme Elin en l'une de ses puissantes Bitushi, ce qui donne lieu à un combat acharné pour savoir qui gardera Michael. Et même si Airi est assez confiante de pouvoir vaincre une Bitushi débutante, la jeune fille a beaucoup plus d'expérience en tant que guerrière que ce à quoi on s'attendait. Grâce à sa lance, elle esquive ses attaques. Elle prend l'avantage dans le combat avec une grande habileté, ce qui bloque son adversaire et lui permet de remporter le duel. Elle obtient ainsi le droit de faire n'importe quelle demande. Elle force ainsi Airi à dépendre d'Elina pour obtenir l'énergie magique des guerrières, la réduisant presque à l'esclavage. Cependant, cela ne semble pas vraiment déplaire à la jeune fille. Ainsi, ce trio entreprend un voyage vers la ville inconnue pour retrouver la sœur de l'héroïne, ville dans laquelle, en ce moment, se déroulent quelques combats. Dans ce cas, nous avons la dernière rivale qu'a affrontée Leina, une guerrière robuste appelée Risti qui affronte en ce moment Tomoe, une prêtresse assez habile et qui, malgré son apparence, a plus d'un tour dans son sac. Ainsi, les deux sont déterminés à gagner, ce qui donne lieu à une compétition très serrée, avec de grandes compétences et des pouvoirs impressionnants. Pendant qu'elles sont observées par la reine elle-même, appelée Aldra, qui, comme il se doit, exerce une grande influence sur tout le monde, y compris sur Nanael elle-même, qui, comme toujours, suit chaque combat de près. Et dans ce cas, elles sont toutes deux très surprises, car après une attaque assez inattendue, Tomoe finit par gagner le combat, ce qui prouve pourquoi elle est un prodige. Cependant, elle ne fait aucune demande, car son objectif était simplement de gagner les choses. Tout continue normalement, où nos protagonistes sont déjà assez proches de cette ville. Cependant, ils doivent s'arrêter, car la servante de Lina est à court d'énergie et doit donc s'en occuper immédiatement. Pendant ce temps, Michael rencontre cette fille, appelée Menace, qui était l'une des Bitushi les plus puissantes, et qui, pour une raison quelconque, suscite un certain intérêt chez le petit Michael.
Mais bon, finalement, il s'en va. Pendant ce temps, l'équipe arrive à Miramatz, où Lina devient un peu jalouse de Michael, car dernièrement, beaucoup de filles se sont intéressées à lui. Et ça ne semble pas le déranger du tout, sans compter que c'est quand même un foutu gamin. C'est ainsi qu'Airi trouve un endroit où rester, dans lequel se trouve la fameuse Tomoe, avec qui Lina n'arrive pas vraiment à s'entendre. Même sur le point d'entrer en bataille. Mais heureusement, Michael finit par se lier d'amitié avec la jeune fille, car il se rend compte qu'elle est bien plus gentille que ce qu'il a l'habitude de voir chez ses guerrières. En fait, elle fait tout cela uniquement pour trouver un remède à la maladie d'un membre de sa famille, ce qui touche profondément le petit. Pendant ce temps, la protagoniste cherche des informations sur sa sœur. Après sa dernière défaite, Risty décide de boire et lui fait une confession. Donc avant de perdre contre Tomoe, Lina était la seule rivale à l'avoir vaincue et elle a décidé de partir pour une ville voisine appelée Inomoto. Donc pour l'instant, elle sait déjà quelle sera sa prochaine destination. Cependant, et à la demande de Sa Majesté, la reine elle-même, Nanael, doit chercher un adversaire pour la gagnante du dernier combat, Tomoe. Dans ce cas, et comme on pouvait s'y attendre, il s'agit de Lina, qui a déjà prouvé sa force, donc c'est le meilleur choix. Bien sûr, lorsqu'elle reçoit l'invitation, cela ne lui plaît pas vraiment. Mais elle finit par accepter à cause de la réputation qu'elle pourrait gagner. C'est ainsi que les deux filles s'affrontent dans un grand combat, où chacune exprime clairement sa demande pour le duel. La prêtresse veut que Lina laisse Michael libre, car elle pense que le petit est réduit en esclavage. Et Lina, qui a un désir beaucoup plus précis, veut que Tomoe renonce à tout et devienne son esclave. C'est ainsi que le combat commence, qui est d'abord assez équilibré, mais où l'on voit que même si Tomoe a de grandes compétences, la guerrière du grand château ne se laisse pas du tout distancer. En fait, elle commence à l'acculer au point de la surprendre avec une attaque par derrière, remportant ainsi le combat. Et Michael n'est pas du tout satisfait, car cela pourrait compromettre le but de la prêtresse, qui est pourtant très noble. Heureusement, l'intention de Lina n'a jamais été de lui faire du mal, donc elle va la prendre comme esclave, mais dans le but de l'emmener à Inomoto, où se trouve son familier malade et où ils pourront l'aider efficacement. De plus, la reine donne un médaillon à l'héroïne qui l'aidera à éviter certains contretemps en utilisant le nom du royaume. Grâce à l'objet du protagoniste, capable de soigner toute blessure, ils pourront grandement aider Tomoe. Donc, l'équipe est prête à repartir dans cette aventure pour retrouver Elina, mais bon, c'est ici que cette aventure s'arrête. Du moins cette partie, car Queensblade propose bien plus, avec Leina et d'autres comme protagonistes, et qui raconte en détail la vie de tous les personnages que nous avons vus dans cette vidéo. Cependant, elle le fait constamment avec beaucoup de fanservice. Nudité sur nudité, ce qui a déplu à YouTube. Je n'ai pu publier qu'une de ces histoires les plus soft. Ceci sert d'intro pour ceux qui veulent continuer l'histoire de combat entre de jolies guerrières avec des scènes très osées. Cet anime commence comme les grands animes doivent commencer, avec un groupe d'aventuriers essayant de chasser quelques bêtes. Cependant, ils ont tout quelque chose d'étrange. En observant leurs attitudes, on constate qu'ils sont des novices venus de leur vie étudiante. Ainsi, la peur et l'ego de certains commencent à créer des clans où les forts profitent des faibles. Comme cette petite fille appelée Kobato, qui doit se soumettre à la sœur Ciseaux. Comprenez-vous, pour ne pas finir morte avec un rang aussi bas qu'elle, je me souviens seulement de la seule personne qui me protégeait à l'école. Un gars ordinaire et gentil, Mimori, est arrivé dans ce monde juste après, mais a été rejeté par la déesse qui les avait tous amenés, car il était le plus faible. Comment en sommes-nous arrivés là ? Un groupe d'élèves, lors du voyage scolaire, révèle ses rôles en classe. Du harceleur, qui profite d'être ami avec les populaires, aux gens gentils, à ceux qui ne se soucient de rien. La présidente Linda, l'intimidé, rancunier, comme ceux qui ne sont pas populaires. Et surtout, le protagoniste Mimori. Un gars traumatisé qui n'aime pas attirer l'attention après avoir subi les abus de ses parents pendant si longtemps. Tous, le même jour, sont envoyés dans un nouveau monde où ils sont accueillis par cette jolie déesse appelée Vicious. On leur explique qu'ils sont les héros chargés de mettre fin à l'ère du roi démon. Personne ne veut faire cela, mais c'est leur seul moyen de retrouver leur monde. Et en plus, ils peuvent profiter du statut et de l'ego d'être les héros de ce monde. Donc les plus problématiques, comme le harceleur, sont envoyés pour évaluer leur rang. Et comme ce type obtient un solide rang A, il ne voit pas d'un si mauvais œil le fait de rester dans ce monde, n'est-ce pas? Et ainsi, avec la majorité de ses camarades ayant de bons rangs, voire parfaits, comme le gars populaire ou la présidente. La surprise vient du garçon harcelé qui se retrouve avec une énergie sombre et devient le héros le plus puissant qu'on puisse invoquer. Bien, mais avec autant de prodiges,
le protagoniste apparaît et obtient le rang E, en gros, la crotte. Alors la bienveillante Vicious invente tout un rituel où les plus faibles sont envoyés dans un donjon pour s'améliorer. En réalité, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il meure et ses camarades n'aident pas, parce qu'il a toujours été un bon à rien. Un moins que rien, un zéro et qu'il mérite d'être dévoré. Tout le monde s'en fiche, même Yasuo, qui, même s'il sait ce que ça fait d'être humilié et qu'il a déjà dépendu du prota, profite de l'occasion pour faire la même chose avec un festival d'humiliation où le prota. Il se souvient de la violence de son père et du mépris d'une femme qui, sans le connaître, sait qu'il est une ordure et ne le cache pas. Tous ces sentiments qu'il a réprimés pour éviter le mépris n'ont finalement servi à rien. À quoi bon? Il n'a plus rien à perdre. Et cette véritable personnalité qu'il cachait pour ne déplaire à personne explose, maudissant la déesse de toutes les façons et lui conseillant que le mieux serait qu'il ne survive pas au donjon, car il ne laissera aucune de ces jolies marionnettes avec leur tête en étant envoyées au donjon des déchets. Sans que personne ne s'en soucie, à part la présidente qui essaye de faire quelque chose, mais qui n'y parvient pas au final. Mimori arrive dans sa nouvelle maison, accueilli par des créatures géantes voulant sa chair. Cependant, sa capacité n'est finalement pas aussi inutile que la déesse le croyait, et lui permet de paralyser et empoisonner les bêtes en quelques secondes. Cependant, son niveau très bas limite les utilisations. Malgré tout, il refuse d'abandonner, car il craint davantage de mourir frustré que de mourir. Malgré tout, cela ne lui donne pas de force, et il doit parfois reculer, s'échapper et utiliser des poisons, car il ne peut attaquer 2 fois la même créature de la même façon. Et peu à peu, son énergie diminue, sans avoir beaucoup d'options. Cependant, la première créature qu'il a paralysée et qu'il a réussi à empoisonner finit par mourir, découvrant le bug de ce monde. Être une bête puissante lui apporte de l'expérience, lui permettant de monter de niveau et de récupérer ses attaques. En gros, cela lui donne l'opportunité d'un cycle infini dans lequel il massacre toutes ses créatures, en échange de niveaux de puissance qui améliorent même l'efficacité de la paralysie et du poison. Premier à réussir cet exploit, car on meurt normalement dans un tel environnement extrême sans nourriture. Heureusement, le type peut récupérer quelques provisions en avançant parmi les cadavres des bêtes qu'il massacre, tandis qu'il perd lui-même une partie de sa moralité. Il est en train de devenir une bête. Malgré tout, il s'arrête un instant pour observer les cadavres restés piégés sur place. Il tombe alors sur un mystérieux sage. Ce dernier laisse même une note dans laquelle il explique comment il a été le dernier héros sombre, si le héros le plus puissant a été trahi par la déesse et envoyé en ce lieu lorsqu'elle n'avait plus besoin de lui. Il laisse de grandes notes sur des positions et sorts importants, ainsi qu'un parchemin secret avec des informations précieuses, moins que les taches de sang. Il avertit du boss final, le Mangeam, indispensable pour que le protagoniste progresse vers la sortie de la grotte. Mais ce n'est pas une créature ordinaire, elle anticipe chaque geste du protagoniste, même lorsqu'il utilise ses compétences. Le gars a failli perdre la main. Une fois repéré par le boss, il continue sans s'arrêter, invoquant la souffrance de ses victimes. Alors que le protagoniste analyse la situation, il est touché en voyant l'expression de ceux qui ont jadis lutté pour survivre. Donc ce boss a des goûts assez mauvais et quelque chose de macabre, donc le protagoniste le sait. Attristé par la fin tragique de ces gens, tandis que le Mangeam se délecte du paysage de souffrance. Momori ne cesse d'alimenter cela, amenant la créature à un état d'extase où la seule chose qui lui reste à faire est de baisser sa garde. Le protagoniste simulait une souffrance inexistante. Il respecte les guerriers, mais ça lui importe peu. Cela lui laisse l'occasion de paralyser la créature, expliquant qu'il lui faut la méchanceté pour avancer et combattre la déesse, non pour sauver ce monde. Son désir est purement égoïste, cherchant à ne plus être le second rôle et à se venger de toute la racaille. Avec ce boss, il atteint un stade où la victime, empoisonnée et résistante, souffrira davantage, terminant le donjon avec plus de 1000 niveaux d'évolution, où les âmes qui ont échoué le remercient pour ses actions passées et futures. Nous revenons donc au début, où les héros ont avancé dans ce monde, mais pas tous, comme déjà mentionné. À présent, cette fille peut espérer que son héros est vivant et qu'il cherche la louve déguisée en brebis. Cependant, ailleurs dans la forêt, nous voyons des gardiens sacrés qui ne le sont pas vraiment. En effet, ils cherchent désespérément une blonde qu'ils veulent abuser avant de la découper en morceaux. Cependant, pas tout près, apparaît Mimori, qui, après avoir réussi à survivre au donjon, peut se vanter que ses compétences passives sont bien plus avancées qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Cela lui permet de défendre Piggy, un slime fragile au grand cœur, qui choisit de l'accompagner et de monter la garde durant le trajet. En acceptant que durant ce voyage, le protagoniste marginal ne vise que la vengeance contre la déesse qu'il a rejetée. Et la créature doit accepter qu'il y aura beaucoup de sang.
Pour l'instant, concentrons-nous sur la blonde, déjà presque rattrapée. Ainsi, avant d'épuiser complètement ses forces, elle se prépare à se battre, nous montrant une chevalière assez imposante. Cependant, heureusement pour elle, Mimori les croise en premier, et les gardiens le considèrent comme une proie facile. Ils n'ont même pas besoin de l'agresser, juste de le tuer. C'est un groupe de commères, le protagoniste en profite, prend ses distances et décide que la même méthode fonctionne contre la racaille. Il supplie pour sa vie afin qu'il voit sans sa situation d'infériorité. Quand le plus agile approche, son expression change et il paralyse soudainement l'ennemi. Il ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'accepter le poison que le protagoniste utilise sur tout le monde et sans se soucier de rien, la dose les tue sur le coup. Cela inquiète la blonde car ses 4 poursuivants ont été vaincus. Et elle ne ressent que la présence d'une âme qui n'est pas très puissante, mais qui lui inspire une peur excessive. Cependant, sans rien de tout cela, Mimori apparaît et paralyse la jeune fille, gâchant le moment de plaisanterie, mais lui donnant l'occasion de lui parler. Et en découvrant que ses intentions ne sont pas hostiles, elle n'est que la victime. Il choisit comme récompense, pour l'avoir sauvée, des infos permettant de décrypter le parchemin du héros sombre. Et même si elle ne sait rien, elle connaît une sorcière au nord, dans la terre des monstres dorés, qui peut l'aider. C'est donc une information suffisante pour ce dont il a besoin. Il enlève les fées à la fille et quitte l'endroit sans trop parler, jusqu'à arriver à la ville la plus proche, Milice, où il était prêt à affronter plus de problèmes en entrant. Mais avec le manque de guerriers dans la région, il est plus que bienvenu. En fait, l'ambiance sur place est très joyeuse. Et tu passes un bon moment si t'as de l'argent, même en ayant l'air mal en point. Ainsi, le prota décide de prendre un verre le soir et, grâce aux ivrognes, apprend quelques informations. Non seulement les noms des héros les plus puissants du royaume, comme le groupe des Dragons Noirs, mais aussi le grand événement pour les aventuriers prévu pour le lendemain, où celui qui nettoiera le donjon du coin et trouvera ses récompenses recevra une très bonne récompense. Mais le protagoniste peut-il obtenir un ingrédient puissant pour les recettes du livre qu'il a trouvé? Le lendemain, il s'inscrit à la mission avec de nombreux autres. Il retrouve la blonde d'avant, harcelée par l'idiot du moment, qui la prend pour une princesse elfe, ce à quoi elle répond avec indifférence. Il ne s'attendait pas à ce que ce rejet blesse autant le type, qui part en gardant rancune à cette fille. C'est curieux, car lorsqu'elle rencontre le protagoniste, tout est différent. Elle paraît beaucoup plus ouverte. Elle l'aide même à trouver les meilleurs prix pour ses armes. C'est pourquoi le protagoniste la paie, remarquant combien la femme semble épuisée. Le mieux est de partir sans trop de questions. C'est ainsi qu'il arrive à l'entrée du donjon, où il est surpris de voir que les créatures sont si faibles comparées à la décharge où la déesse l'avait envoyée. Alors que les autres aventuriers se font dévorer, lui utilise un peu de poison pour avancer jusqu'à tomber sur la vraie bête, qui est en fait l'abruti précédent. Profitant de la mission et de la situation dans les donjons, il engage 2 assassins pour qu'ils abusent des tutos la blonde qui ne faisait rien. Je l'ai humilié devant tous. À moins qu'elle le supplie et se soumette, ce que le protagoniste n'acceptera évidemment pas. Son arrogance lui rappelant de mauvais souvenirs, il laisse les autres se croire supérieurs, puis les paralyse au bon moment. Mais cette fois, il laisse un peu de poison. Pas pour qu'ils en meurent, mais pour qu'un autre type de créature s'occupe de nettoyer l'endroit, avec le son de leurs cris à l'oreille. Le protagoniste avance ainsi dans les étages profonds du donjon, prenant même le temps de dormir, comme s'il n'y avait rien autour. Les choses se simplifient encore, car même les autres aventuriers abandonnent la mission en apprenant la mort mystérieuse des créatures et craignent la contamination. Ils ignorent simplement que le poison est au protagoniste. Donc, assez détendu, il arrive jusqu'à la salle de boss typique d'un jeu vidéo, où il élimine la créature de bon niveau avant même de l'activer. Cependant, la récompense du lieu, pourtant luxueuse, ne l'intéresse pas. Il la laisse à la blonde, plus nécessiteuse. Pourtant, elle ne sait pas comment le remercier pour un tel cadeau. Alors elle décide qu'elle sera sa gardienne pendant un certain temps, car en gros, c'est tout ce qu'elle a à offrir. Enfin bref, le protagoniste, voyant son insistance, finit par l'accepter à condition qu'il n'y ait pas de questions inutiles et qu'elle se consacre à accomplir la mission. La blonde en est très satisfaite et motivée car on voit son habileté avec l'épée. En descendant d'un étage, il a été encore plus découvert. Le protagoniste cherche le matériel nécessaire. Et il s'agit probablement d'une créature bien plus puissante. Car, comme l'explique la blonde, toutes ces bêtes aux yeux dorés sont des descendantes du roi démon. Et c'est pour cela qu'elle donne autant d'expérience aux héros venus d'un autre monde. Information précieuse. Alors que l'elfe va s'endormir, le protagoniste la force à se reposer, découvrant pourquoi elle ne dort pas. C'est le seul moment où elle révèle sa vraie nature, la princesse elfe Seras, recherchée par le harceleur. Et c'est un nom tellement important que même le grand groupe de dragons la recherche,
et pas de manière amicale. Voilà comment se termine ce 4e épisode de cet anime vraiment excellent. Son œuvre est bien plus mature que l'isekai moyen, et la musique est vraiment excellente. Il vaut mieux regarder le résumé et profiter de l'œuvre. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cela vous a plu. 3000 likes pour la suite. Comme l'a dit mon père, je vous laisse. Nous commençons avec un protagoniste prodige des combats à mort, même si ce n'est que dans son village, où l'on utilise des prothèses mécaniques qui peuvent en mettre fin à sa vie d'un seul coup. Pourtant, Chill reste invaincu et favori des femmes, car pour des raisons personnelles, seul un de ses bras est mécanique. Contrairement aux autres, qui se modifient entièrement, il prouve qu'il a le potentiel d'un champion, mais pas l'esprit, car il est très têtu et utilise toujours des attaques aussi mortelles pour l'adversaire. Mais aussi pour sa seule prothèse, qui doit résister à une telle force qu'il finit toujours par la détruire. Et c'est grâce à cet ingénieur qu'il est la bête dans cette salle de sport décadente, car il parvient toujours à la réparer. Pendant ce temps, son maître Sax tente de lui faire comprendre qu'il ne doit pas risquer sa vie. Cependant, pour Levi, il y a de bonnes raisons de devenir rapidement quelqu'un de riche, car sa mère, dans un état grave, a besoin de médicaments très coûteux. Puisqu'elle et le protagoniste ont vécu l'horreur de la guerre, où lui, étant un enfant faible, n'a pas pu la protéger. C'est pourquoi il s'entraîne sans relâche en partant de zéro. Nous arrivons ainsi au Grand Colisée où se déroulera son prochain combat devant un public d'élite, et où les deux combattants sont inspectés afin que leur mécanisme soit en parfait état et qu'ils respectent les règles. Ce liquide, représentant la durée de vie de ces prothèses, marque le début d'un combat où le protagoniste ignore les instructions. Et son amie Natalia s'inquiète depuis les gradins, car Levi, le protagoniste, attaque, mais il subit aussi des coups au fil des rounds. Sax se souvient alors d'une conversation avec sa grand-mère qui lui disait que Levi cherche quelque chose. Il le laisse faire et finit par abattre son adversaire, poursuivant son invincibilité, mais avec un bras en miettes et beaucoup de vapeur, lors d'un combat qui ne le convainc pas vraiment. Nous revenons à ses souvenirs du vieux village, où Levi enfant décide de protéger sa mère piégée à l'hôpital. En route, il découvre les horreurs de la guerre et l'enlèvement de la fillette. En arrivant, il ne peut rien faire et sa mère le sauve, la laissant dans l'état vu. Pendant ce temps, le jeune garçon est envoyé chez son oncle, qui constate qu'il est déjà très traumatisé et dépourvu de sentiments. Ainsi, grâce à cette nouvelle figure paternelle, il a découvert l'amour pour la boxe métallique. Quelque chose dans lequel Sax est expert, car il a aussi eu sa réputation dans les combats de chair et de sang. Sans se douter que ce qui apporterait tant de bonheur à l'enfant ferait rapidement de lui un prodige des combats. Les gens ont commencé à appeler Levi un nouveau naïf destiné à être mis KO par le plus jeune invaincu. C'est là qu'il a rencontré Natalia, également une grande promesse, jusqu'à ce que son duel avec le héros principal lui montre qu'elle n'avait jamais affronté un tel guerrier. Alors la jeune fille s'infiltre dans la famille et gagne peu à peu l'affection de tous, ainsi donnant naissance au modeste gymnase que nous voyons aujourd'hui, arrivant ainsi jusqu'à l'époque actuelle. Après sa dernière victoire, Sax reçoit une offre de combat de Malcolm Endem. Légende des catégories supérieures, il a tué tous ses adversaires après être descendu dans celle du protagoniste. Malgré un oncle inquiet, ce combat reste nécessaire pour le protagoniste, au vu des derniers affrontements. Du genre pas très légal puisqu'il utilise ses coudières aiguisées, profitant du règlement pour blesser grièvement ses victimes. Donc il n'y a pas d'autre choix que de s'entraîner. Cette fois, grâce aux techniques de Natalia, plus expérimentée et connaissant des attaques peu élégantes mais très efficaces. C'est ainsi que le grand jour arrive où le prota est sous-estimé par son rival et il sait ce qu'il doit faire. Cependant, le combat commence avec un type qui joue sale, évitant le salut et lançant une rafale de coups de poing puissants que Levi parvient à contenir. Mais après avoir brisé sa garde, il reçoit son premier coup au visage et c'est là que les choses commencent à empirer, encaissant une série de coups consécutifs. Ce coup de coude mortel qui ne parvient pas à toucher directement, mais qui envoie le protagoniste pour la première fois de sa carrière au sol, complètement assommé. Malgré tout, il doit se relever, mais cela n'améliore pas la situation pour lui. Le public traite le protagoniste de pathétique et de débutant. Sans savoir que Levi voit la direction des coups, mais il perd parce qu'il change de direction de façon erratique.
En plus, sa prothèse visuelle est probablement celle qui protège tous ses angles morts. Il se bat donc en désavantage. Cependant, Sax lui fait remarquer que la clé de ses attaques imparables réside dans ses pieds. Après avoir glissé, il modifie à sa posture et direction des poings. Mais pour que Levi puisse s'adapter, il doit encaisser beaucoup de coups, ce que les investisseurs considèrent comme un enfant raté. Cependant, lorsque Levi comprend la technique, et non seulement cela, mais qu'il l'utilise aussi à son avantage, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Le vieil homme, à qui on brise la posture et qui, en combinant son crochet explosif, lance le véritable combat. Andem, ayant presque épuisé son liquide, a des flashbacks de sa descente. Il poursuit le combat jusqu'au 6e round, où le protagoniste. Après toutes ces souffrances, il réussit à recréer la technique de son rival et reste le plus endurant. De façon épique, il finit par renverser ce combat, dans lequel il ne s'attendait pas à recevoir le respect de son rival et la possibilité de monter en catégorie G2. Cependant, il devra d'abord affronter une autre star égocentrique connue sous le nom de Hugo Stratus, qui est soutenu par toute une famille infortunée. Il va à la salle de sport de Sax, défie le protagoniste et le traite encore d'inférieur. Même s'ils veulent se battre, Hugo respecte les règles et propose à Levi d'être son combat de préparation pour la montée. Et là où son mystérieux rival a tout le monde contre lui, car Hugo est toujours le favori. Cependant, dès le début, ce combattant, appelé Eiji, avec des prothèses assez avancées, semble confiant, même s'il reçoit de nombreux coups d'un gorille comme Hugo. Pourtant, les rounds défilent et Eiji non seulement garde son endurance, mais s'adapte aussi à la technique adverse. Quand il frappe, ses poings sont destructeurs, forçant Hugo à utiliser sa technique et son crochet les plus puissants, sans réussir à battre la fille. Mais il révèle que l'entreprise a semé le chaos quand la guerre a éclaté dans le village du protagoniste, donc ses prothèses sont militaires. À présent, Hugo réduit la force de ses coups et baisse sa garde, recevant un coup dévastateur au visage qui le met au sol. Pour tout autre combattant, ce serait la fin. Mais dans son hallucination, il voit son idole de combat décédée, raison pour laquelle il est là aujourd'hui. Il peut encore offrir ce spectacle en se relevant malgré la douleur. Celui-ci parvient à riposter en attaquant avec la force d'une bête qui fait voler la protection de son adversaire, gagnant ainsi le respect de toute la tribune. Cependant, même si son père le prévient que c'est dangereux de continuer, il sait que Hugo n'accepterait jamais. Et cela met sa vie en danger car il utilise toute sa force dans une attaque chargée qui détruit ses valves. Incapable de se défendre, la jeune fille change de posture, déterminée à tuer son adversaire. Mais par chance pour Hugo, le protagoniste s'interpose, révélant qu'en réalité, il s'agit de la même jeune fille qui a été enlevée par la société d'automates lorsqu'il était enfant. Cela finit mal. Les deux sont alités, mais au moins Hugo est en vie, même s'il est dans un état si grave que sa moelle épinière est touchée. Quand même, par faveur. Hugo reconnaît Levi comme un vrai combattant et lui indique que le liquide d'Eiji doit contenir un produit illégal. Et il doit se préparer car elle sera sa nouvelle rivale pour la promotion. Le père de Hugo récompense son fils en organisant une rencontre avec le sponsor d'Eiji. Un millionnaire égocentrique, appelé Clown, témoigne un respect tordu au protagoniste. Levi l'accuse alors d'utiliser sa technologie pour manipuler l'esprit de cette fille qu'il connaissait autrefois. Cependant, la femme elle-même refuse d'être forcée. Elle est ici parce qu'elle le veut. Mais le protagoniste insiste tant que ses larmes révèlent autre chose. Donc, ce que propose le malade, c'est que si Levi gagne le combat, il laissera partir la petite, mais s'il perd, il devra se joindre à lui. Comme son fils, sûrement en lui lavant aussi le cerveau, un ennemi évident pour l'équipe. Alors, l'entraînement réel commence. L'ingénieur tente de concevoir la prothèse parfaite pour le héros et enquête sur Clown. Il apprend que l'organisation cible les enfants du village, dont Eiji et Levi, pour leur lien avec le liquide. C'est pourquoi il l'enlève, et pour la fille, il teste sur elle prothèse et drogue. C'est pourquoi l'état d'esprit de Levi est maintenant de sauver cette fille. Il entame un entraînement intensif devant changer totalement son style de combat. Parallèlement, l'ingénieur conçoit une nouvelle prothèse de zéro avec les meilleurs composants disponibles, car le protagoniste refuse toujours d'utiliser la seconde prothèse. Ne voulant pas perdre le bras protégé par sa mère, il préfère se consacrer à ses études. La vitesse inhumaine de son rival, en combattant deux adversaires en même temps. Andem rejoint la cause par respect pour celui qui l'a mis à la retraite, et il a plusieurs techniques à transmettre. Parce que sa réponse dans les angles morts n'a jamais été due à un œil rempli de technologie, mais à ses sens. Le prota commence à pratiquer cela, surtout avec sa nouvelle prothèse rouge épique, qui produit plus de vapeur
et offre une grande résistance. Le problème, c'est que pour vaincre Eiji, il ne peut pas la mettre KO, car le liquide contaminé injecté pourrait la tuer. Donc le mieux, et selon Andem, c'est de détruire la valve qui contient le liquide. Pour cela, il a besoin d'un mouvement spécifique à un certain endroit du dos. Andem lui a appris lors de leur dernier combat. Il ne lui reste qu'à s'entraîner, il s'y consacre à fond et profite d'une réunion familiale. L'ingénieur passe des nuits blanches pour que la prothèse respecte les normes. Cependant, cela échoue et au test, il réalise qu'il doit réorganiser totalement les prothèses. Sous pression et par manque de temps, il est presque disqualifié. Levi propose de retirer une partie de l'armure qui couvre sa poitrine afin que les valeurs de vapeur se régulent. Une décision extrêmement complexe, car cela augmente considérablement la probabilité qu'un coup mortel le tue. Mais il connaît tous les efforts de l'ingénieur et il n'est pas non plus prêt à perdre. Ainsi, malgré la douleur générale, même Natalia, la plus affectée, accepte ce drame. Dehors, les gens émus scandent le nom d'Eiji comme favori. Donc le jour du combat arrive et le protagoniste, avec une armure incomplète, donne une touche d'épique à son entrée, avec quelques fans qui le soutiennent, tandis que la fille arrive sur scène de manière subtile, mais très confiante. Le combat commence donc de façon très frénétique et chargée de souvenirs qui relient encore plus Levi au combat. Il se défend et riposte, même face à la vitesse inhumaine de la fille. Le fait de ne pas dépendre de la vue lui permet de se mettre à son niveau, tout en lui faisant réaliser que son soi-disant père ne faisait que l'utiliser comme un simple cobaye. L'échange de coups s'intensifie et le travail de l'ingénieur à la prothèse surpuissante se démarque. Une succession de coups impressionnante. Pendant ce temps, Levi sent enfin que sauver cette fille fait partie de ce qu'il cherchait dans les combats, une rédemption. Il doit donc utiliser la technique qu'il a entraînée avant que la substance ne s'épuise, et surtout avant que son corps ne dépasse la limite. C'est ainsi qu'un round commence où Eiji s'habitue déjà à la vitesse du protagoniste. Et lors d'une mauvaise tentative, Levi finit par recevoir un coup au niveau des côtes. Malgré tout, la motivation que lui apporte sa famille l'oblige à ignorer la douleur et à continuer d'avancer. Mais la raclée est évidente pour les deux et le protagoniste décide de tout abandonner. Lors d'une occasion de lui briser la valve de substance avec un coup si précis qu'il y parvient, la fille mord la poussière. Et cette fois, il célèbre, tandis qu'un compte à rebours annonce la victoire de Levi. Cependant, Clown ne le voit pas ainsi, car soudainement, la fille, totalement transformée en une autre créature, se relève à la surprise générale. Le manque de vapeur aurait dû la clouer au lit plusieurs jours. Pourtant, elle se tient devant le protagoniste. Cette fois, dépourvue de personnalité, elle attaque comme une bête, sans que personne ne comprenne pourquoi elle tient encore. Cependant, l'ingénieur comprend que la seule explication est que la jeune fille a une seconde valve incrustée dans son corps, produisant de la chaleur. C'est pourquoi Sax semble avoir une idée, demandant à Levi de tenir un round de plus, car c'est à cause de son œil qu'il s'est retiré des combats. Il souffre d'hypersensibilité à la chaleur, ce qui affecte son cerveau sans lentilles. Mais dans ce cas, il décide de risquer sa vie pour trouver l'endroit où se trouve la substance. Le protagoniste tente de tenir plus longtemps et d'économiser sa vapeur. Mais cela l'oblige à recevoir de nombreux coups, surtout au visage, aggravant aussi la zone des côtes. Tout cela fait que le protagoniste baisse sa garde. Même grâce à son sacrifice, il découvre que son cœur est à la faiblesse. La prothèse du protagoniste est gravement endommagée et l'ingénieur parvient à peine à la stabiliser, donc ils doivent faire attention. Cependant, le combat prend trop de temps. À la demande de Clown, Eiji subit une surdose qui pousse son corps à la limite, détruisant la vie de cette femme. Rien de nouveau en revoyant ses souvenirs. Le jour où ce type l'a adoptée, lui faisant croire qu'il prendrait soin d'elle après le traumatisme. Il a utilisé des drogues pour façonner ses pensées et lui faire oublier les traumatismes inutiles. Mais il ne faisait que les réprimer, la vidant, et réussit aussi à la convaincre qu'il était son père, faisant d'elle l'arme ultime. Jusqu'à aujourd'hui, où elle est hors de contrôle, Levi doit encaisser des coups très puissants contre lesquels les plaques de son armure volent en éclats. Même pour la jeune fille, c'est difficile, l'adrénaline étant son seul carburant. Pourtant, l'un des deux doit toucher le sol, et le protagoniste ne supporte plus d'être au tapis pendant qu'il entend les cris de sa famille. Et c'est ici que la véritable motivation apparaît. Un Hugo brisé par les blessures, mais qui avance en criant le nom de Levius, contre qui il a encore un combat en suspens. Un détail que Levi ne peut tout simplement pas ignorer, et qui l'oblige à bouger ses bras une fois de plus, tout en se débarrassant de tout le poids possible et en préparant une dernière rotation avec ses bras. Cependant, avant de frapper, Eiji lui détruit le poing, rendant ses attaques inutiles.
Mais maintenant, tout lui est égal, alors il attaque avec son poing de chair et d'os, qui finit détruit, pour exercer suffisamment de pression sur le cœur de la jeune fille, qui fait finalement éclater la dernière valve de substance, l'endormant une bonne fois pour toutes et offrant une victoire finale au protagoniste. Et même si Clune veut gâcher le moment en détruisant le corps de sa fille, le héros l'envoie valser avec son moignon, révélant sa forme d'automate. Ainsi, pendant que toute la famille se remet, Clune doit se cacher à cause de toutes les enquêtes menées à son nom. Avec le temps, Levi devient le nouveau combattant du G2. Pendant ce temps, la nouvelle membre de la famille commence à s'adapter et sa mère reçoit le traitement qu'elle mérite. Tout cela grâce aux efforts du nouveau champion, ce qui nous laisse ainsi avec la fin de cet anime de Netflix qui n'est pas mal. Il y a de bons moments, la musique accompagne bien. Si vous voulez lui donner une chance, je ne ferai pas de nouveau résumé de combat avant d'atteindre 400 commentaires trop. J'espère que ça vous a plu.